Ceci est une vidéo utilisée dans le cadre d'une classe inversée de chimie alimentaire. Après avoir vu la nature des protéines, nous observons l'importance de la conformation d'une protéine par rapport à la fonction de celle-ci. Dans cette vidéo, il y a d'abord un rappel autour de la forme. On traite ensuite du cas de la drépanocytose. On montre des exemples de transduction de canaux ioniques. On parle de l'hémoglobine, des enzymes et de leur fonction de catalyseur. Et on termine par un résumé avec les inhibitions, activations par compétition ou sur un autre site. Entre les différentes séquences, vous pourrez voir apparaître les questions qui sont posées aux élèves dans le quiz Moodle. Libre à vous de mettre sur pause et d'essayer de répondre aux questions. Nous avons vu comment une protéine est en fait un enchaînement d'acides aminés, ce qu'on appelle la structure primaire, qui ensuite peut s'arranger en structures secondaires, comme des feuillets bêta et des hélices alpha qui sont retenues par des ponts hydrogènes, et puis comment ces structures secondaires vont ensuite s'arranger entre elles pour former des structures tertiaires, qui elles peuvent être retenues également par des ponts hydrogènes, mais en plus par des liaisons ioniques, des interactions hydrophobes ou des ponts disulfures. Afin de devenir une protéine fonctionnelle, les peptides peuvent subir des modifications, notamment ils peuvent devoir être raccourcis ou phosphorylés, hydroxylés ou même acétylés. Ici on a un exemple d'une modification d'un résidu lysine par une acétylation. Un groupement acétyl fait une liaison par un carbonyle et puis nous aurons notre protéine qui sera fonctionnelle, qui aura sa forme définitive et qui sera capable d'agir telle qu'elle le doit. Nous allons voir maintenant quelques exemples qui vont nous permettre d'illustrer le fait que la conformation des protéines est très importante. Premier exemple, l'anémie falciforme ou drépanocytose. C'est une maladie dont les symptômes principaux sont les suivants. On note de la fatigue, un rythme cardiaque un peu plus important que la normale, des vertiges et une augmentation de la taille du foie. C'est une maladie génétique due à la mutation d'un gène de l'hémoglobine. En l'occurrence, un codon GAA est simplement transformé en un codon GUA. Mais la conséquence n'est pas anodine. L'acide glutamique qui est codé par le codon GAA est transformé en valine qui est codé par le codon GUA. Et de fait, nous avons ici une grande différence. Si l'acide glutamique est un acide chargé négativement, la valine est un acide aminé qui est hydrophobe apolaire. La conséquence va être la suivante. La conformation de la protéine n'est plus optimale, qu'il va y avoir une variation de conformation. En effet, l'acide glutamique avait plaisir à être en contact avec l'eau à l'extérieur de la protéine. La valine souhaitera du coup être protégée de l'eau. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les protéines d'hémoglobine vont former des amas pour pouvoir protéger cette valine et on va retrouver des sortes de filaments qui vont modifier la forme des globules rouges, comme on peut le voir ici. Ici, vous avez une cellule normale, et puis lorsque on a ces filaments qui sont formés à l'intérieur, on voit que la forme du globule rouge est abîmée. Les globules rouges en forme de faucille risquent donc de se coincer dans les vaisseaux sanguins et de provoquer des thromboses. D'autres exemples peuvent mettre en évidence l'importance de la conformation des protéines. Voici d'autres exemples qui mettent en évidence l'importance de la conformation des protéines, mais également les changements conformationnels que celles-ci peuvent subir. Prenons l'exemple de la transduction d'un signal. Transduire un signal, ça veut dire en fait passer le message de, par exemple, l'extérieur de la cellule à l'intérieur de la cellule. Ça peut être dans l'autre sens également, bien sûr. Nous avons ici l'adrénaline qui vient transmettre un message et qui souhaite donc transmettre ce message à l'intérieur de la cellule, mais qui ne peut pas rentrer dans la cellule. Elle va donc indiquer à un récepteur sa présence externe. La liaison de cette adrénaline à un endroit de la protéine va modifier la forme d'un autre endroit de la protéine. Et ce changement conformationnel va provoquer une réaction à l'intérieur de la cellule. La formation, par exemple, ici, en finale d'AMP cyclique. Donc ici, on voit qu'un changement conformationnel a permis de passer un message sans laisser entrer ou sortir quoi que ce soit. On a d'autres exemples où un messager va pouvoir entrer en contact avec une protéine et créer un changement conformationnel tel que cette protéine va laisser entrer ou sortir certaines substances. Ici, nous avons un canal ionique, c'est par exemple du potassium qui pourrait entrer dans la cellule.
Les conformationnels ont beaucoup été étudiés avec l'hémoglobine parce que cette hémoglobine est constituée de 4 sous-unités différentes qui sont chacune capables de lier une molécule d'oxygène. On voit ici les 4 sous-unités représentées en jaune, et rouge, avec chacune ce qu'on appelle un M, qui est une petite molécule organique qui permet en l'occurrence de fixer les molécules d'oxygène, dont on voit le détail ici à droite. Dans l'étude de l'hémoglobine, ce qui a longtemps embêté les biochimistes, c'est que l'hémoglobine lie globalement soit aucune molécule d'oxygène, soit 4, à peu de choses près. Mais la position intermédiaire d'hémoglobine qui porterait 2 oxygènes n'existe pas. En fait, cela est dû à une modification conformationnelle qu'on peut représenter de la façon suivante. Donc, ceci représente nos 4 sous-unités. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a une forme où on n'a pas ou peu d'oxygène lié, eh bien, on observe ce qu'on appelle un état tendu. Par contre, lorsque les oxygènes sont liés, on observe au contraire un état dit relâché. Et en fait, nous avons un équilibre, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir possibilité de changer la conformation d'une sous-unité à la fois, eh bien finalement ce qui se passe, c'est que soit on les change toutes, soit on ne les change pas, simplement parce qu'elles sont en contact les unes avec les autres. Les contacts entre les sous-unités qu'on peut observer ici vont faire qu'un message conformationnel va être passé. Si une sous-unité reçoit une molécule d'oxygène, elle va subir un léger changement conformationnel. Si une seconde le reçoit aussi, eh bien, tout ce changement conformationnel va être transmis à la molécule et c'est toute la molécule qui va changer de conformation et ainsi se présenter sous une forme relâchée qui va facilement lier les oxygènes. Si au contraire on arrive dans un milieu où il y a peu d'oxygène, eh bien les oxygènes vont être relâchés progressivement et ce qui va se passer, c'est qu'on va favoriser un état tendu. Ces phénomènes de communication entre un endroit de la protéine et un autre endroit de la protéine par des changements conformationnels, c'est ce qu'on appelle l'allostérie. Présenté ici avec le modèle concerté de l'hémoglobine qui va soit changer entièrement de forme, soit pas changer de forme. On peut aussi reprendre l'exemple du canal ionique ou bien de la transduction où vous avez un endroit qui reçoit une information, qui fait une liaison et cela provoque le changement de conformation sur un autre site de la protéine. Voyons maintenant l'importance de ces phénomènes allostériques sur les enzymes. Rappelons qu'un enzyme est un catalyseur. C'est par exemple une substance qui va faire une transformation du sucrose en fructose et en glucose ici. Eh bien, cette réaction pourrait avoir lieu normalement, mais elle demanderait beaucoup d'énergie. Or, en présence d'une enzyme, eh bien, cette réaction va se faire de façon plus simple, plus facile et donc plus rapide, simplement parce qu'elle demandera moins d'énergie. La réaction est la même, la protéine n'est pas modifiée, dans le sens où avant, après, elle a juste permis de faire des liaisons qui auront permis de faire la réaction avec une moindre énergie. Prenons maintenant une enzyme qui ne va pas simplement servir de site de liaison pour que la réaction ait lieu plus facilement, mais qui est impliquée aussi dans un phénomène de transduction d'un signal. Une enzyme dont le substrat va provoquer en fait un changement conformationnel ici et impliquer par exemple la possibilité du fait de ce changement conformationnel de faire une réaction chimique particulière. Eh bien, il est possible que d'autres substances que ce substrat puissent agir sur cette enzyme. Prenons par exemple une substance qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au substrat et qui serait capable, en se liant sur le même site, d'avoir exactement le même impact. On appellera ça un activateur, il va comme le substrat activer la protéine, compétitif parce qu'il va le faire en se liant au même endroit de la protéine. Il existe également des substances qui sont capables d'activer la protéine, mais en passant peut-être par un autre site. À ce moment-là, on appellera cela aussi un activateur, mais il sera du coup non compétitif puisqu'il ne va pas sur le même site. S'il existe des activateurs, il existe également des inhibiteurs. Les inhibiteurs sont des substances qui vont au contraire provoquer l'inhibition de la protéine, c'est-à-dire qu'au lieu d'activer la protéine, eh bien elles vont la laisser inhiber. Et ces substances peuvent par exemple se lier de façon compétitive, c'est-à-dire sur le même site que le substrat, ou sur un autre site, tout en provoquant que la réaction ne peut plus avoir lieu. En se liant sur un autre site, il va déformer le site de liaison et empêcher le substrat de se lier pour pouvoir activer la protéine.
Un exemple de compétition est celui de la morphine qui entre en compétition avec les encéphalines. Elle va effectivement se lier sur le même site pour donner la même information, c'est-à-dire une information de suppression des messages de douleur. Donc l'encéphaline, si on regarde, elle est faite de petits acides aminés liés ensemble qui forment donc un mini peptide. Et puis nous avons cette tyrosine qui a cette forme bien spécifique et c'est justement cette partie qui va se lier au site de la protéine pour passer l'information de sa présence. Et si on prend la morphine, eh bien la morphine a vraiment cette même forme ici, et donc mime la présence de l'encéphaline de façon à pouvoir passer du coup le même message.